Je suis prête à être ta femme à nouveau. C'est ce que ma femme a dit, après avoir disparu pendant 1 an. Quand elle s'est présentée, ma nouvelle compagne a ouvert la porte, et elle était enceinte. Son sourire disait tout. Mon ex a enfin réalisé qu'elle n'était pas irremplaçable. Je n'avais pas remarqué la tasse, jusqu'à ce que j'aille me verser du café. La sienne était toujours suspendue au crochet, celle avec un éclat sur le bord, ce qui, selon elle, lui donnait du caractère. 11 mois s'étaient écoulés, et je n'avais jamais pris la peine de la jeter. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement fixée, comme si elle venait de dire une bêtise. Ensuite, j'ai rempli ma propre tasse, sans en chercher une deuxième. Je n'avais pas fait cela depuis des mois. Le réfrigérateur affichait toujours le mot. Je l'avais laissé là, non par sentimentalisme, mais comme une sorte de répulsif psychologique. J'ai besoin de me trouver. Ne m'attends pas. C'est ce qu'elle avait écrit. Pas un au revoir, ni un projet, juste cela. Comme une adolescente partant sac au dos à travers l'Europe, au lieu d'une femme de 60 ans, partant après 3 décennies de mariage. Au début, j'ai fait ce que n'importe quel idiot ferait. Je préparais le petit déjeuner pour 2. J'achetais ses yaourts. Je pliais soigneusement l'oreiller supplémentaire. Je vérifiais la boîte aux lettres, comme si, par miracle, il pouvait s'y trouver une lettre, une blague, ou un code à déchiffrer. Mais après 6 semaines, la seule chose que je déchiffrais, c'était le silence. Un silence dur et calcifié, qui vous pèse sur la poitrine, même pendant votre sommeil. J'ai donc arrêté de mettre la table pour 2, et j'ai cessé d'écouter la liste de lecture qu'elle avait créée pour les dimanches matins. Le café est devenu plus fort, la nourriture plus simple, et la maison, plus silencieuse qu'un confessionnal. Quant à moi, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ni amer, ni brisé. Juste immobile. Le genre d'immobilité qui fait réfléchir les gens à 2 fois, avant de vous demander si vous allez bien. Chaque matin, je sortais dans le jardin, et j'arrosais les roses qu'elle n'avait jamais aimées. Vraiment? Trop épineuses, disait-elle souvent. Elle voulait des alliums. J'ai gardé les roses. Elles vous faisaient un peu saigner si vous vous approchiez trop, mais elles sont restées. C'était une routine, pas une vie. Jusqu'à ce que Ruth commence à me faire signe de la main. Au début, j'ai cru qu'elle était simplement polie. Elle avait emménagé de l'autre côté de la rue, quelques mois auparavant. Une vingtaine d'années, peut-être moins, toujours en tenue d'hôpital, arborant sans cesse un sourire fatigué, et tenant sa propre tasse de café. Elle me saluait, et je lui rendais son salut par un signe de tête, comme quelqu'un qui a oublié comment se sentir humain. Mais elle continuait à le faire chaque matin, réglée comme une horloge. Et un jour, j'ai levé la main le premier. Ce jour-là, elle a traversé la rue, et m'a posé des questions sur les roses. Je lui en ai donné une à ramener chez elle. Elle s'est piqué le pouce sur la tige, et elle a ri. Vous avez gardé les épines, a-t-elle remarqué. Bien joué. Puis elle s'est retournée, et est rentrée chez elle, en fredonnant un air doux et nostalgique. C'était la première fois que j'entendais une autre voix près de mon porche, depuis des mois. Elle n'a pas posé de questions sur Claire, ce qui, ironiquement, m'a donné envie de parler d'elle, ou du moins, de parler tout court. La semaine suivante, je l'ai vue revenir de son service, et je lui ai demandé, ça vous arrive de vous asseoir sur un porche? Elle a souri, a ajusté son sac sur son épaule, et a répondu, seulement s'il y a du bon café. Et c'est comme ça que tout a commencé. 2 chaises, une cafetière, et le silence entre 2 personnes qui n'essayaient pas de se réparer mutuellement. Juste survivre au bruit que le monde avait déjà fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, vous faites probablement partie des silencieux, vous aussi. Ceux qui traversent les tempêtes, et n'en font pas tout un plat. Faites-nous une fleur, appuyez sur le bouton d'abonnement. Plus de 90% des personnes qui écoutent ne s'abonnent jamais. Et cela compte énormément pour l'équipe qui travaille sur ces récits. Votre soutien nous permet de continuer, et de raconter des histoires vraies. Bref, Ruth et moi ne parlions pas de choses pesantes. Non. Au début, elle m'a parlé de son père, de la façon dont il était décédé l'année dernière. Elle disait que le chagrin ne vous écrase pas comme un camion. Il attend derrière une porte, et vous agresse quand vous allez chercher vos clés. Je lui ai avoué que c'était exactement ce que je ressentais. Elle a commencé à apporter du café, au lieu de prendre des fleurs. Parfois, elle préparait des pâtisseries,
et les laissait dans une petite barquette en aluminium, avec un post-it. Mange ça avant que je ne te juge. Une fois, elle a oublié une écharpe sur le porche. Je l'ai accrochée au dos de la chaise. Elle n'est jamais venue la reprendre. Cette deuxième chaise sur mon porche avait cessé d'être un simple siège. Désormais, elle était régulièrement occupée par une femme qui ne demandait pas si j'allais bien. Une personne qui ne m'examinait pas avec des yeux inquiets, ou des phrases approuvées par les thérapeutes. Elle s'asseyait simplement, et ce faisant, elle me donnait la permission de m'asseoir, moi aussi. Un matin, elle est arrivée plus tôt que d'habitude. Pas de café, pas de barquette en aluminium, juste elle. Elle s'est arrêtée sur les marches, et m'a demandé, « Ça t'arrive de te fatiguer d'attendre des choses qui ne reviennent jamais ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement regardé le mot, toujours collé sur le frigo, à travers la fenêtre de la cuisine. « Oui », ai-je dit. Je crois que je commence enfin à fatiguer. Ruth n'a pas comblé le silence. C'est la première chose que j'ai remarquée. La plupart des gens voient le silence comme quelque chose de brisé, comme un robinet qui aurait besoin d'être réparé. Ils se précipitent pour le colmater avec des mots. Elle ne s'est pas assise. Elle a siroté son café, et a regardé la lumière changer à travers les arbres, comme si c'était un spectacle valant la peine d'être regardé. Cela m'a permis de ne pas me sentir observé, ni jugé, mais simplement vu. Comme un homme dont l'histoire n'avait pas besoin de traduction. Tout a commencé les dimanches. Elle appelait une fois, jamais deux. Elle laissait toujours la place à un refus. Je ne lui en ai jamais donné l'occasion. Elle apportait du pain aux bananes, ou des restes de pâtes de chez sa sœur, et nous nous asseyions sur le porche, pendant que le monde tournait sans nous. Un dimanche est vite devenu un mercredi, puis un vendredi. Sans programme officiel, juste un rythme. Et en cours de route, elle a fini par cesser d'appeler. J'ai appris des choses sur elle, par bribes. Son père était maçon, des mains rugueuses, des yeux tendres, et il fumait trop. Quand il est tombé malade, elle est revenue en ville pour s'occuper de lui. Elle travaillait de nuit, pour pouvoir être présente la journée. Il est mort un mardi. Aujourd'hui encore, elle n'aime pas les mardis. Sa mère était décédée quand elle était petite, et elle était fille unique. Je n'ai jamais vraiment su comment être une fille, a-t-elle avoué un jour. Mais j'étais sacrément douée pour être infirmière. Elle a esquissé un demi-sourire après cela, comme si elle en était à la fois fière et épuisée. Je n'ai pas beaucoup parlé de Claire. J'ai juste dit qu'elle était partie, que c'était soudain, et qu'elle avait laissé un mot. Ruth n'a pas insisté. Parfois, elle regardait ses propres mains. Elle ne s'arrêtait jamais de bouger. Remuer le café, plier des serviettes, lisser des plis invisibles sur son jean. Je me suis habitué à ce mouvement. C'était réconfortant, comme un battement de cœur. On oublie qu'on l'entend, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un soir, elle a apporté le dîner. Un vrai dîner. Des côtes de porc, des pommes de terre rôties, de la compote de pommes maison. J'ai plaisanté en disant qu'elle essayait de m'empoisonner avec sa gentillesse. Elle a levé les yeux au ciel. C'est ce que font les gens normaux, Marc. Ils mangent, ils parlent, ils rient. J'ai regardé l'assiette bien remplie, et j'ai demandé, « Tu penses que c'est normal, ça ?» Elle a marqué une pause. Non, mais je pense que ça pourrait l'être. Après le dîner, nous sommes restés sur le porche plus longtemps que d'habitude. Je me suis versé un autre verre de thé. Elle a ramené ses genoux sur la chaise. Il faisait froid, et je lui ai offert ma vieille chemise en flanelle. Elle l'a prise, et l'a sentie, avant de l'enfiler. Je ne savais pas trop quoi en penser. Vers 10 heures, elle s'est levée, s'est étirée, et a regardé vers sa maison. Les fenêtres étaient sombres. Je ne veux pas y retourner ce soir, a-t-elle dit doucement, presque comme une confession. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tenu la porte ouverte, et quand elle est entrée, j'ai murmuré, « Tu es la bienvenue ici, si jamais tu as besoin de paix. » Déjà à mi-chemin dans le couloir, elle s'est retournée et a répondu, « Oui, j'en ai besoin. » Elle est restée cette nuit-là, puis la suivante. Il n'y a eu aucune cérémonie, pas de grande déclaration, ni de négociation maladroite. Nous avons partagé l'espace, comme des gens qui savaient ce que c'était de perdre quelque chose, et qui décidaient silencieusement de ne plus perdre. La deuxième chaise sur le porche est devenue la sienne, à tous points de vue. Elle a ajusté le coussin, laissé son écharpe sur le dossier,
et commencé à apporter différentes tasses colorées. Elle a même planté de la lavande dans le pot, que Claire gardait toujours vide pour la décoration. J'ai commencé à remarquer que je ne me réveillais plus en colère ou vide, mais simplement présent. La maison ne semblait plus hantée. Elle semblait habitée. Un matin, je versais le café, et j'ai réalisé que j'avais préparé 2 tasses sans y penser. J'ai regardé par la fenêtre. Elle était déjà sur le porche, recroquevillée, en train de lire un livre que je ne me souvenais pas avoir acheté. J'ai ouvert la moustiquaire, et je lui ai tendu la tasse. Elle a souri. Merci, colocataire. J'ai ri. Je suis presque sûr que tu as passé ta période d'essai. Elle s'est adossée à la chaise, les yeux fermés, la lumière du soleil caressant son visage. Alors, il est peut-être temps de signer un bail. Et c'est ainsi que la maison a cessé d'attendre. Elle devenait autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. C'est étrange comme le silence devient vite une habitude. Et puis, d'une certaine manière, un réconfort. Vous arrêtez de remarquer l'absence de bruit, et vous commencez à entendre le rythme qui se cache en dessous. Le grincement du plancher, le bourdonnement du réfrigérateur, la façon dont elle soupirait juste avant de s'endormir. Ruth s'est intégrée à la maison, comme si elle avait toujours été là. Pas d'annonce solennelle, pas de jour de déménagement. Sa brosse à dents est simplement apparue à côté de la mienne. Sa veste était accrochée près de l'ancienne que Claire avait laissée, et que j'avais glissée silencieusement au fond du placard. Les saisons ont changé comme toujours, mais cette fois, j'ai remarqué les feuilles le long de l'allée. Elles brûlaient d'or et de braise, avant de tomber comme des confettis. Ruth les balayait en petits tas, tous les samedis. Elle affirmait que c'était méditatif. Je lui répondais que c'était obsessionnel. Elle souriait, et menaçait de se mettre au compostage. Je la croyais presque. En novembre, les voisins ont commencé à nous saluer plus longuement, avec de plus grands sourires. L'un d'eux a même crié, de l'autre côté de la rue, « Je suis content de voir la maison de nouveau illuminée, Marc. » J'ai simplement hoché la tête, et j'ai regardé Ruth à travers la fenêtre de la cuisine. Elle riait de quelque chose sur son téléphone, pieds nus, portant toujours ma vieille flanelle comme une armure. Personne ne demandait où Claire était passée. Les gens sont bizarres comme ça. Ils ne veulent pas la vraie réponse, juste assez de contexte pour se sentir poli, avant de changer de sujet. Quelques amis sont passés prendre le café. L'un d'eux, Greg, s'est penché et a chuchoté, « Elle est bien pour toi. Tu n'as plus l'air d'attendre de te faire renverser par un bus. » Je lui ai répondu que c'était placer la barre du bonheur assez bas. Mais il avait raison. Il n'y avait pas d'étiquette. Elle n'était pas ma petite amie, ni ma compagne, ni rien de tout ça. Elle était juste Ruth. Mais elle avait ajouté de petits noms un peu partout dans la maison, des post-it sur les bocaux, et des inscriptions insolentes sur les tasses. Elle appelait le fauteuil près de la cheminée, le trône, et le revendiquait à chaque fois qu'elle lisait. Je la laissais faire. Bon sang, je lui ai même acheté un repose-pied assorti. Une nuit calme, nous étions allongés sur le canapé. Ma tête était basculée en arrière. J'avais les yeux fermés, m'endormant au son d'un documentaire que ni l'un ni l'autre ne regardait vraiment. Ses doigts ont trouvé ma main. Je l'ai serrée une fois, d'un air distrait, mais j'ai ensuite senti qu'elle guidait ma main. Lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'elle repose sur le bas de son ventre. J'ai ouvert les yeux. Elle me regardait, indéchiffrable. Prudente, mais sans peur. Je l'ai découvert hier, a-t-elle soufflé. Le monde a ralenti. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé ma main à cet endroit. Mon pouce a légèrement bougé, peut-être par réflexe, ou peut-être pour essayer d'entendre quelque chose qui n'était pas encore là. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis j'ai ri. Pas un grand éclat de rire, ni un rire comique. Juste un relâchement, un son que je n'avais pas émis depuis plus d'1 an. Quelque chose entre l'incrédulité et la clarté. Je ne sais pas ce que je suis censé dire, ai-je fini par bredouiller. Puis, ne dis rien, a-t-elle chuchoté. Reste juste ici. Et je suis resté. Le lendemain matin, j'ai préparé 3 tasses de café. Une pour moi, une pour elle, et une dernière laissée à refroidir sur la table, intacte, comme une promesse. J'ai commencé à remarquer des détails. La façon dont elle grimaçait en se brossant les dents. Comment elle avait arrêté de manger des oignons.
Comment elle a pleuré, une fois, devant une publicité pour de la nourriture pour chiens, en essayant de mettre ça sur le dos des hormones. Je ne l'ai pas trop embêtée avec ça. Elle disait des choses comme « quand le bébé sera là ». Je me contentais d'acquiescer, non par incertitude, mais parce que je construisais moi aussi cette phrase dans ma tête. Brique par brique, j'ai mis à jour mon testament la semaine suivante. Sans cérémonie, sans drame. J'ai simplement modifié les documents, redirigé les comptes, et pris des décisions silencieuses qui me semblaient désormais évidentes. J'ai appelé mon avocat, qui m'a demandé si j'étais sûr de moi. Je ne suis sûr de rien, ai-je répondu. Mais je ne suis plus paralysé. Nous n'avons rien dit à personne dans l'immédiat. Ce n'était pas du secret, c'était de la préservation. Comme si nous protégions une petite flamme d'un vent cruel. Le monde pouvait attendre. Mais la maison, elle, a pris vie. Je me suis surpris à fredonner, en balayant le sol. J'ai commencé à ouvrir les stores le matin. Le Porsche a reçu une nouvelle couche de peinture. Nous avons acheté une chaise à bascule, pour la simple et bonne raison qu'elle disait s'y sentir bien. Un après-midi, je la regardais étendre de minuscules chaussettes sur un fil, dans la buanderie. Une sorte d'instinct de nidification précoce. Et j'ai ressenti une vague de quelque chose de profond et d'ancien. Comme si j'avais porté un poids sur ma poitrine pendant des années, et que je me souvenais seulement maintenant de le poser. Le mot de Claire était toujours sur le frigo. Je n'y avais pas touché, mais je ne l'avais pas lu non plus, depuis des mois. J'avais cessé de le remarquer. De la même manière qu'on ne remarque plus une fissure dans un mur, une fois qu'on a accroché un tableau par-dessus. Et maintenant, ce mur était couvert de nouvelles photos. Un Polaroid flou de Ruth, tenant un cupcake au glaçage rose. Une échographie, épinglée à côté d'une liste de courses. Un post-it qui disait simplement « Souviens-toi de la vie », plutôt que de la lessive. La maison n'attendait plus. Et moi non plus. C'est arrivé un mercredi, en fin d'après-midi. Le ciel arborait ce gris si particulier, qui donne l'impression qu'il est sur le point de confesser quelque chose, mais ne le fait jamais. Ruth faisait la sieste à l'étage, blottie sous une couverture que sa défunte grand-mère avait cousue. L'une de ces lourdes pièces faites à la main, qui semblait contenir le temps lui-même. J'étais en bas, fouillant dans une boîte de vieux outils de jardin, que je comptais réparer ou jeter depuis des mois. C'est alors que le téléphone a vibré. Rien de dramatique, pas de sonnerie spéciale. Juste une unique vibration contre le plan de travail en chaîne. Mais cela aurait pu être un coup de feu, dans le silence de cette pièce. Claire. Je n'avais pas vu ce nom clignoter sur mon écran, depuis le printemps. Avant Ruth, avant la chaleur, avant de me souvenir de ce que c'était que de respirer sans tension. Le nom est simplement resté là. Simple, familier, de la pire des manières. Je me suis bien amusé. Je suis prête à être ta femme à nouveau. Pouvons-nous parler? Ce n'était pas vraiment une question. Plutôt une convocation. Un magicien qui claque des doigts, pour faire réapparaître le lapin. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas touché le téléphone. Je l'ai regardé, juste assez longtemps pour que l'écran s'assombrisse, et redevienne noir. Pendant un instant, j'ai senti la vieille colère essayer de remonter, tel un mort griffant son cercueil pour s'en échapper. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Non pas parce que j'étais noble, mais parce que j'en avais assez. Assez d'être le filet de sécurité, dans lequel elle pouvait sauter quand sa corde raide se rompait. J'ai éteint le téléphone, je l'ai glissé dans le tiroir sous l'évier, et je suis sorti. Le vent était vif, mais pas cruel. La clôture avait quelques planches desserrées, à cause de la dernière tempête. J'ai attrapé mon marteau et mes clous, et je me suis mis au travail. Je n'en ai rien dit à Ruth. Ce n'était pas nécessaire. Il y a des fantômes pour lesquels il ne vaut pas la peine de réveiller les autres. Elle est descendue 1 heure plus tard, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, et a passé ses bras autour de moi, par derrière, alors que j'étais en train de réaligner les charnières de la porte. Ce truc grince depuis des semaines, a-t-elle murmuré contre mon épaule. J'ai embrassé son front. Oui, mais maintenant, il grince sur 2 tons différents. Elle a ri. Ce rire grave que j'aimais tant, celui qui ne réclamait pas d'attention, mais la rendait en silence. Et c'était tout. Pas de drame, pas de secret. Juste 2 personnes entretenant leur petit monde, pendant que le passé hurlait à l'extérieur de la clôture. Ce soir-là,
après qu'elle fut allée se coucher, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fouillé dans les archives du comté en ligne. J'ai vérifié le registre de l'état civil. Oui, notre mariage n'avait jamais été dissous. Claire et moi étions toujours légalement liés. Une formalité technique, mais qui me démangeait désormais, comme une éruption cutanée dont j'ignorais l'existence. J'ai pris note d'appeler l'avocat le lendemain matin. Non par méchanceté, mais pour me protéger. Non par vengeance, mais pour tourner la page. Cette maison, cette vie que je construisais avec Ruth, méritait des limites légales, et non ce genre de fils émotionnel que Claire aimait tirer quand elle s'ennuyait. J'ai vérifié les serrures de la porte d'entrée, et de la porte arrière. Non pas parce que je pensais qu'elle allait se pointer, mais parce que j'ai réalisé, pour la première fois, que je ne voulais pas qu'elle le fasse. L'idée qu'elle se tienne sur le seuil de cette maison me donnait la chair de poule. Non par peur, mais par dérangement. Cet endroit respirait la paix. Il y avait de la douceur. Il y avait des vêtements qui sentaient la lavande, et du miel dans le thé, à la place du sucre. Claire disait souvent que le sucre, c'était pour les gens qui ne supportaient pas l'amertume. Ruth, elle, ne faisait jamais de commentaires. Elle me passait simplement le miel, avec un clin d'œil. Le téléphone est resté éteint. Je n'avais pas besoin de la bloquer. Je n'avais pas besoin de l'attaquer. Elle se consumerait d'elle-même dans le silence. Elle avait toujours eu plus de mal avec le silence que moi. Je suis remonté à l'étage. Ruth a bougé dans son sommeil, quand je me suis glissé dans le lit. Elle a tendu la main, les yeux toujours fermés, a trouvé mon bras, et c'était tout. Je me suis endormi sans une seule pensée pour ce qu'elle avait dit, car la vérité, c'est que je n'avais pas besoin d'en parler. Je n'avais pas besoin de comprendre. Elle avait dit, je me suis bien amusé. Comme si c'était des vacances. Comme si l'effondrement d'un mariage n'était qu'un entracte dans une pièce de théâtre, qu'elle comptait bien reprendre. Mais je n'étais plus l'homme qui attendait en coulisses. J'étais dans un tout autre théâtre. Et ce spectacle n'avait pas de place pour un rappel. Le sécateur dans ma main s'est arrêté en pleine coupe, quand j'ai entendu les pneus crisser sur le gravier. Ni rapide, ni hésitant. Juste cette même allure désinvolte qu'elle avait toujours eue, comme si le monde entier allait attendre qu'elle soit prête à le regarder. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean, et je me suis penché légèrement sur la gauche, regardant à travers la haie qui bordait l'allée. La portière de la voiture a grincé en s'ouvrant. Claire. Elle est sortie, comme si on était encore en 1996. La même posture, les épaules droites, le menton légèrement levé. Ses yeux balayaient l'espace, comme si l'instant lui appartenait déjà. Pas de valise, pas de sac à dos. Juste un sac à main en bandoulière, et une expression qui disait « Je suis là, alors faisons tous semblant que rien ne s'est passé ». Elle portait un jean, des chaussures plates, un doux pull gris. Ses cheveux étaient coiffés juste ce qu'il fallait, pour paraître naturel. C'était sa spécialité, le look naturel. Tout était calculé pour sembler spontané. Je pouvais presque entendre la voix dans sa tête. J'appellerai une fois. Je sourirai. Peut-être que j'aurai l'air un peu ému, mais pas trop. Il cédera. Il l'a toujours fait. Elle s'est engagée sur l'allée. Je n'ai pas bougé. Ruth était à l'intérieur. Le minuteur du four égrenait les secondes. Elle préparait une pâtisserie. Une tarte aux pommes, je crois. Elle avait dit avoir une envie de cannelle et de sucre. Elle fredonnait quand elle cuisinait. Ce n'était pas un air que je reconnaissais, juste de petites notes chantées à voix basse, comme si la cuisine elle-même chantait. Claire a atteint le porche. Je suis resté dans le jardin. Sans me cacher, sans être paralysé, juste immobile. Et puis, la porte s'est ouverte. Ruth, les cheveux relevés, portant un tablier, un peu de farine saupoudrée sur sa clavicule. Elle ressemblait à tous ces portraits de paix, dont j'avais oublié qu'ils pouvaient être réels. Claire a cligné des yeux. Ruth a souri. Bonjour, puis-je vous aider? Il y a eu une pause. Le genre de silence qui alourdit l'air. Claire a regardé au-delà d'elle pendant un instant, ses yeux scrutant le couloir, les murs. Elle a d'abord vu les photos. Une au-dessus de l'entrée, moi et Ruth, souriant sur les marches du porche, une tasse de café dans chaque main. Une autre près de la console, Ruth, rougissante, tenant un petit pyjama de bébé,
et moi embrassant le sommet de sa tête. Et puis, son regard s'est baissé. Le ventre de Ruth était désormais bien visible, à 5 mois. Évident, sans dissimulation, sans s'emmitoufler sous des couches de vêtements. Il était juste là. La vie, sans s'en excuser. Le visage de Claire s'est brisé en micro-expression. Pas de la panique, pas de l'horreur. Quelque chose de pire. De l'incrédulité, cet égo fragile qui se fissurait sur les bords. Le regard d'une femme qui vient de réaliser qu'elle n'était pas irremplaçable. C'est bien la maison des Johnson, a demandé Claire, la voix se brisant légèrement, comme un ricochet sur l'eau. Le sourire de Ruth n'a pas vacillé. C'est bien cela. Je cherchais Marc. Ruth a penché la tête, la voix calme, mais résolue. Il a vu votre message. Il a simplement pensé qu'il ne nécessitait pas de réponse. Claire est restée là, vacillant légèrement. Ses yeux n'arrêtaient pas de bouger, comme si, peut-être, en clignant assez vite, l'instant allait se réécrire de lui-même. Elle a regardé la lavande en pot, à côté des marches du porche, les chaussures de bébé dans le meuble à chaussures, à l'intérieur. Elle a vu le doux chaos d'une maison habitée, non figée dans les limbes, dans l'attente de son retour. « Pouvez-vous lui dire que je suis passé ?» a-t-elle demandé, d'une voix désormais faible. La comédie tombait à l'eau. Elle semblait plus petite. Ruth a hoché la tête une fois. Il savait déjà que vous le feriez. C'est alors que je suis sorti de la haie. Pas de façon dramatique, ni pour chercher l'affrontement. Juste pour être vu. J'ai marché vers la maison, avec un calme que je ne me connaissais pas, tenant mes gants dans une main, couvert d'épines et de poussière, de la sueur sur le front, sentant la terre et les vieux souvenirs. Claire s'est retournée. Nos regards se sont croisés, et c'est là que c'est arrivé. La dernière lueur d'espoir a disparu de son visage. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'étais apaisé. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas dans l'attente. Je n'étais pas à elle. J'en avais terminé. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Ruth a fait un léger pas en avant. Pas protectrice, juste présente, juste là. Claire a baissé les yeux à nouveau. Elle a fait un petit signe de tête, comme pour s'incliner devant une vérité trop forte pour être contestée. Puis, elle a descendu les marches, plus lentement qu'avant. Le crissement du gravier, sous ses chaussures plates, sonnait différemment cette fois. Incertain, irrégulier. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner en voiture. Je suis entré dans ma maison, notre maison, et j'ai fermé la porte derrière moi. Claire n'est pas retournée à sa voiture tout de suite. C'est ce qui m'a surpris. Je l'ai observée depuis la fenêtre de la cuisine, à moitié cachée derrière le rideau. Elle se tenait là, sur le gravier, comme quelqu'un essayant de déchiffrer un rêve. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que la réalité se réoriente. Comme si elle espérait que quelqu'un, que moi, je sorte en courant par la porte avec une grande déclaration, un discours de pardon dans lequel elle pourrait s'imprégner, comme dans l'eau d'un bain. Mais la seule chose qui bougeait, c'était le vent. Ruth avait déjà fermé la porte. Sans la claquer, sans la verrouiller. Elle avait juste fermé silencieusement l'espace entre deux mondes. À l'intérieur, le four s'est arrêté. L'odeur de la cannelle a rempli la cuisine, comme un souvenir bien construit. J'ai tourné le dos à la fenêtre, et j'ai pris le plat à tarte. Ruth était à l'évier, se lavant les mains, fredonnant à nouveau cet air, lent et satisfait. Comme si de rien n'était. Peut-être que rien ne s'était passé. Du moins, pas ici. Mais dehors, je pouvais sentir la panique onduler derrière la vitre. On peut toujours dire quand quelqu'un est piégé dans sa propre fierté, se débattant. Et Claire. Claire était en train de se noyer. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé le plat sur le comptoir. Ruth s'est séché les mains, m'a regardé une seconde, et a dit, « Elle est toujours dehors. » J'ai hoché la tête. Elle finira bien par partir. Elle n'a plus nulle part où rester, ici. J'ai répondu, et encore moins de choses à dire. Ruth s'est appuyée sur le comptoir, le regard doux. Pas triomphante, pas suffisante, juste ferme. Elle cherchait une autre maison, a-t-elle déclaré doucement. Celle dans laquelle tu vivais avant. J'ai de nouveau hoché la tête. Cette maison a brûlé il y a 11 mois, sans laisser d'adresse de réexpédition. À l'extérieur, Claire a enfin bougé. J'ai entendu le doux clic de la portière de sa voiture s'ouvrant,
suivi d'une longue pause. Puis le bruit de sa fermeture, dans un claquement, plus fort que nécessaire. Les pneus ont patiné un instant sur le gravier, plus pour le spectacle que pour la vitesse. Ensuite, ils ont adopté une allure lente, descendant la rue. Ruth n'a pas regardé par la fenêtre. Elle n'en avait pas besoin. « Tu veux de la tarte maintenant, ou après le déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Mangeons-la maintenant. La vie est courte. » Elle a ri. « Je suis sûr que tu n'auras pas besoin d'un whisky, après ça. »« Non, la tarte, c'est très bien. » Nous nous sommes assis à table. 2 parts, 2 fourchettes, et pas de fantôme. Plus tard dans l'après-midi, alors que je pliais le linge, j'ai trouvé la chemise en flanelle que je n'avais pas portée depuis le printemps. Celle que Claire avait l'habitude de critiquer, parce qu'elle sentait la remise. Je l'ai mise quand même. Ruth a levé les yeux du canapé, et a souri. Ça te donne l'air de savoir couper du bois. Je sais couper du bois. Et toi, ai-je demandé, sceptique. Une fois, en 89, le manche de la hache s'est cassé, et j'ai décidé que l'univers me disait de prendre ma retraite anticipée. Elle a souri, et m'a jeté une paire de chaussettes en boule. Je le croirai quand je le verrai. Nous n'avons plus parlé de Claire ce jour-là, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir du moment où sa voix s'était brisée. Quand elle a demandé, « C'est bien la maison des Johnson ?» Comme si elle essayait de se souvenir d'un vieux mot de passe, dont elle espérait qu'il fonctionnait encore. Elle était revenue à une histoire qu'elle croyait en pause, mais l'intrigue avait changé. Le casting avait changé. Le genre avait changé. Et le pire pour elle, c'est que maintenant, c'était bien mieux. Elle avait regardé à l'intérieur de cette maison, et avait vu la vérité encadrée sur les murs. 2 personnes amoureuses, un berceau, un avenir. Il n'y avait plus de place pour elle. Et c'est alors que j'ai réalisé que sa panique n'était pas due à la perte de quelque chose. C'était parce qu'elle réalisait qu'elle avait déjà été remplacée, de toutes les manières importantes. Pas de cris, pas de confrontation, pas de monologue amer. Juste l'horreur silencieuse d'arriver trop tard. La porte ne lui avait pas été claquée au nez. Elle avait simplement cessé de s'ouvrir. Et parfois, cela fait plus de bruit que n'importe quelle serrure. Le message est arrivé juste après minuit, brillant faiblement sur la table de chevet, à côté du lit. Cette heure particulière, où le regret commence à vous démanger. Où des gens comme Claire se souviennent qu'ils ne sont pas immortels, et que les ponts ne se reconstruisent pas tout seuls. Je ne l'ai pas entendu tout de suite. Ruth s'était endormie, la main sur ma poitrine, sa respiration montant et descendant selon ce rythme qui rendait tout plus lent, plus sûr. Il régnait un calme silencieux dans la chambre. Des couvertures chaudes, le bourdonnement lointain du radiateur, un livre de poche ouvert sur sa table de chevet, comme s'il s'était évanoui au milieu d'une phrase. Je ne rêvais pas, je flottais simplement quelque part entre les deux. Puis, la vibration, subtile, agaçante. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Claire. Je t'en prie. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je faisais. Aucune ponctuation dans la deuxième phrase. Comme si elle l'avait écrite à la hâte, ou si elle pensait que la simplifier la rendrait plus brute, plus sincère. Je me suis redressé lentement, en prenant soin de ne pas réveiller Ruth, et je l'ai relue. J'étais perdu, je ne savais pas ce que je faisais. C'était le genre de choses que l'on dit, quand on veut réécrire sa propre histoire. Des retouches légères. Comme si une trahison n'était qu'une faute de frappe, comme si partir sans un mot n'était qu'une simple erreur administrative sur le plan émotionnel. Mon pouce a plané au-dessus du clavier plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, car il fut un temps où cette phrase m'aurait anéanti. Elle m'aurait poussé à chercher des raisons de lui pardonner. Elle m'aurait empêché de dormir de toute la nuit, repassant chaque instant, me demandant ce que j'avais fait de mal. Mais plus maintenant. Non, pas ici. Pas maintenant. J'ai tapé lentement. Tu savais ce que tu faisais. Tu ne pensais juste pas que j'y survivrais, je l'ai envoyé sans point final. Juste les mots. Je n'ai pas attendu la bulle d'écriture en retour. Je me fichais de savoir si elle l'avait lu. J'ai posé le téléphone face vers le bas, et j'ai fixé le plafond pendant un bon moment. Puis, je suis allé dans mes contacts, j'ai trouvé son nom, et je l'ai supprimé. Pas bloqué, ni masqué. Juste effacé. De la même manière qu'on jette un médicament périmé, quelque chose qui aurait pu aider autrefois, mais qui ne fait plus qu'empoisonner. Quand je me suis enfin recouché,
Ruth a légèrement bougé. Elle s'est tournée vers moi dans son sommeil, reposant sa tête sur mon épaule. Ses mains ont glissé jusqu'à mon ventre, s'y ancrant sans se réveiller. C'était suffisant. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Une autre mise à jour, a-t-il demandé, à moitié endormi. Oui, ai-je dit. La dernière, je pense. Nous avons pris rendez-vous pour l'après-midi. Ruth m'a proposé de m'accompagner. Je ne lui avais rien demandé. Elle s'est portée volontaire. Ça comptait beaucoup. Nous étions assis ensemble dans le bureau, le soleil de la fin de l'automne traversant les stores en fines rayures. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste tenu la main pendant que je signais les nouveaux papiers. Elle avait désormais la procuration médicale exclusive, elle était l'exécutrice testamentaire, la bénéficiaire. Tout, en réalité. Des parents proches en cas de besoin, a demandé l'avocat, en regardant la ligne correspondante. J'ai secoué la tête. Si elle part, je pars aussi. L'avocat a acquiescé, et a refermé son stylo avec un clic. Ruth s'est penchée, a embrassé ma joue, et a chuchoté, « Tu n'y étais pas obligé. » J'ai souri. Je n'y étais pas obligé. J'en avais envie. Ce n'était pas une question d'argent, de propriété ou de pouvoir. C'était une question de clarté. Il s'agissait de tracer une ligne dure et permanente, entre l'homme que j'étais, et l'homme que j'avais choisi d'être. L'homme qui attendait, et celui qui bâtissait. Le message de Claire ne méritait pas plus que cette unique phrase, car c'est tout ce qu'elle ne m'avait jamais donné. Des lignes, des promesses écrites à l'encre invisible, des phrases qui ressemblaient à des excuses, mais qui saignaient de justification dès qu'on les exposait à la lumière. Et cette fois, je n'ai rien retenu. Je l'ai simplement laissé tomber, silencieusement, sans un bruit. Plus tard dans la soirée, Ruth et moi étions assis sur le porche. Il commençait à faire plus froid. Elle a replié ses pieds sous elle, et m'a passé une couverture. Qu'a dit l'avocat, a-t-elle demandé. Tout est réglé. Elle a haussé un sourcil. Vraiment? J'ai hoché la tête. Tout est réglé. Elle a bu une gorgée de thé. Puis, elle a regardé au loin dans l'obscurité, comme elle le fait quand elle retourne quelque chose dans son esprit. Enfin, a-t-elle dit. J'ai l'impression que quelque chose s'est terminé aujourd'hui. Je ne l'ai pas corrigé, car quelque chose s'était bel et bien terminé. Le jardin sentait la fumée de chêne et le romarin. La sœur de Ruth avait apporté sa célèbre salade de pommes de terre, bourrée de bacon et de secrets. Et l'un de nos voisins, Greg, s'occupait du barbecue comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Il y avait de la musique, mais pas trop forte. Juste un vieux blues, sortant d'une enceinte Bluetooth cachée derrière le nain de jardin. Ruth avait tissé de petites guirlandes lumineuses dans les buissons, et elles scintillaient comme de silencieux applaudissements autour de nous. Ce n'était pas vraiment une fête. Plutôt un mot de remerciement sous forme de rassemblement. Une célébration subtile de rien en particulier, si ce n'est, peut-être, de tout. De nouveaux départs, des estomacs pleins, de la limonade fraîche. Le fait que personne, à table, n'avait à feindre son sourire. La grossesse de Ruth était désormais incontestable. Elle portait une robe en coton léger, et bougeait un peu plus lentement, la main posée sur son ventre, comme si elle était toujours au milieu d'une conversation avec la vie qui grandissait en elle. Les gens la gâtaient. Elle le tolérait, avec un léger agacement. Je suis enceinte, je ne suis pas mourante, riait-elle, avant de laisser quelqu'un d'autre porter le saladier. À un moment donné, la sœur de Ruth m'a pris à part. Tu as l'air de quelqu'un qui a tout compris à la vie. J'ai souri. Ou qui a enfin arrêté d'essayer. C'est la même chose, a-t-elle rétorqué, avant de retourner à son verre de vin. Le soleil est descendu bas, et les ombres se sont allongées sur la pelouse. Nous nous faisions passer des parts de la tarte au citron de Ruth, quand c'est arrivé. Ce bruit caractéristique de pneus sur le gravier, qui ralentissent. La conversation ne s'est pas arrêtée, mais quelque chose a changé. Des regards se sont dirigés vers l'entrée, puis se sont rapidement détournés. La voiture de Claire n'avait pas beaucoup changé. Je pouvais la voir derrière le pare-brise, la posture parfaite, lunettes de soleil sur le nez, bien que le soleil ait pratiquement disparu. Le moteur a tourné au ralenti pendant un instant. Puis, les phares se sont éteints. Elle n'est pas sortie. Ruth l'a vue, elle aussi. Sa main a trouvé la mienne sous la table. Elle ne l'a pas serrée, elle l'a juste touchée.
calme, ferme. J'ai regardé Claire assise là. Peut-être 1 minute, peut-être 5. Le temps se déformait de façon étrange quand elle était impliquée. Comme si elle apportait son propre système météorologique, sa propre gravité. Elle restait assise derrière ce mur, comme une femme attendant que le film s'arrête, pour faire son entrée en scène. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Greg a fait une blague, disant que quelqu'un avait trop cuit le maïs. Ruth a ri, et lui a dit de se taire et de manger. Bref, j'ai passé une part de tarte à la sœur de Ruth. Elle l'a prise sans faire de commentaire, mais elle m'a lancé un regard. Un regard de complicité. Elle savait de qui il s'agissait. Elle n'a simplement rien demandé. Claire n'a pas klaxonné, n'a pas fait de signe de la main. Elle est juste restée assise, à observer. Peut-être pensait-elle que quelqu'un allait s'approcher. Peut-être pensait-elle que Ruth m'enverrait en tant qu'émissaire, pour lui offrir une chaise pliante et une branche d'olivier. Nous n'avons pas bougé. Nous sommes restés sur nos chaises, dans nos vies. Et quand Ruth a levé son verre de limonade, j'ai trinqué avec le mien, sans quitter des yeux la femme dans la voiture. Ce n'était pas hostile. Ce n'était pas présomptueux. C'était un fait. Tu ne fais plus partie de cette histoire. Claire a tourné la clé. Les phares se sont allumés. Puis elle a reculé lentement, délibérément, et a descendu la rue, comme si elle s'était trompée de direction dans un quartier qui ne la reconnaissait plus. Personne n'a demandé qui elle était. Personne n'a prononcé son nom. Et ce silence-là n'était pas passif. Il était actif, tranchant. Il a tracé une ligne nette à travers tout. Avant, elle vivait dans ma maison. Maintenant, elle n'avait même plus sa place à ma table. Ruth s'est un peu penchée vers moi. « Tu veux leur dire » a-t-elle chuchoté, en désignant les invités d'un signe de tête. Leur dire ce que c'était. J'ai regardé la table, les gens qui riaient, qui mangeaient. Le berceau que nous venions d'assembler, posé dans le coin sous une couverture. Les lumières scintillant comme des étoiles, qui seraient enfin arrivées à l'heure. J'ai dit, laissons-la être un fantôme. Ruth a souri, et a pris une autre bouchée de tarte. Bonne idée. La soirée a continué. Les conversations se sont approfondies, les rires se sont adoucis, l'air s'est rafraîchi. Et Claire, elle a disparu dans le crépuscule. Comme un personnage qui aurait perdu son billet, et quitté la scène en silence, sans savoir que le public était déjà passé au 2e acte. La lettre est arrivée sans adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu cette écriture avant même de la toucher. Une écriture cursive, serrée et inclinée. Le genre d'écriture qui me grondait sur les listes de courses, et sur les cartes d'anniversaire. Claire écrivait toujours comme si elle avait peur que l'encre ne s'échappe, si elle ne la serrait pas fort. Cela faisait exactement 1 semaine qu'elle s'était assise dans sa voiture, au bout de l'allée. Telle une étrangère, scrutant les fenêtres de son propre passé. Je m'étais dit que ce moment marquerait la fin. Une retraite silencieuse, vers n'importe quelle vie qu'elle essayait de reconstruire après son départ. Mais Claire n'a jamais été douée pour le silence. Quand ça ne la servait pas, elle le brisait. L'enveloppe est restée sur le comptoir presque toute la journée. Ruth n'a posé aucune question. Elle y a juste jeté un coup d'œil, puis s'est remise à plier de minuscules vêtements, en fredonnant. Je me suis versé du café, j'ai tondu la pelouse, j'ai réparé la charnière desserrée de la remise. Pendant tout ce temps, cette enveloppe palpitait à la lisière de ma conscience, comme un mal de tête sourd que l'on continue d'ignorer. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me suis enfin assis à table, et je l'ai ouverte. 3 pages manuscrites. Pas de salutation, pas de date. Juste ces excuses, habillées de poésie, avec des phrases comme « Je n'ai jamais voulu te faire de mal » ou « Je cherchais quelque chose que je ne pouvais pas nommer ». Elle avouait avoir peur de vieillir, de s'effacer, de se sentir invisible à côté d'un homme qui n'a jamais eu besoin d'attention pour se sentir complet. Elle disait que mon rire lui manquait. Tout comme la façon dont je préparais le café en silence, et le bruit de mes pas sur le porche. Elle a écrit sur le fait d'avoir vu Ruth. Elle a dit que ça l'avait frappée, comme un miroir qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a qualifié cela de choquant, de déchirant, d'inévitable. Et puis, il y avait la dernière phrase, centrée sur la page, comme un souhait que personne ne devrait entendre à voix haute. Y a-t-il une place pour moi quelque part? Je l'ai lu 1 fois. Sans la relire, sans l'analyser, sans faire d'archéologie émotionnelle.
Ensuite, je me suis levé, je suis allé dehors, et j'ai allumé le feu de camp. C'était l'idée de Ruth, ce feu de camp. Nous l'avions terminé ensemble un après-midi, après qu'elle ait dit « Je veux faire griller des guimauves avant que mes chevilles ne disparaissent ». J'ai construit le cercle. Elle a rassemblé les pierres. Nous l'avons baptisé avec du chocolat bon marché, et des guimauves brûlées, qui collaient à nos doigts comme de la sève d'arbre. C'est là que je me suis rendu. Ruth m'a suivi pieds nus, serrant une couverture autour de ses épaules. Elle n'a pas demandé ce que j'avais dans la main. Elle n'en avait pas besoin. Elle est simplement restée à mes côtés, pendant que j'allumais l'allumette. Le papier s'est recroquevillé lentement. Les bords ont brillé d'une couleur orange, avant de s'effondrer en une dentelle noire. Ces mots se sont tordus en fumée, et ont dérivé vers le ciel. Je n'ai pas parlé, mais mon bras a trouvé la taille de Ruth. Naturel, définitif. Le dernier coin de la lettre s'est replié sur lui-même, et a disparu en cendres. Elle a posé sa tête sur mon épaule, les yeux fixés sur les braises. Aucun de nous n'a détourné le regard. Il n'y a pas eu d'applaudissements ni de musique, juste le bruit de quelque chose qui se terminait proprement. Claire avait voulu savoir s'il restait de la place pour elle. Et à cet instant, entourée par la chaleur, par le silence, par le pouls régulier de la vie qui avance, la réponse n'était pas la colère. Ce n'était pas de la cruauté. C'était simplement non. La maison résonne différemment maintenant. Pas seulement à cause du bébé. Bien qu'elle ait revendiqué l'espace avec ses petits grognements, ses hoquets, et ses cris occasionnels qui font gémir le chien, et rire les voisins. C'est autre chose. Une fréquence qu'on ne remarque pas, tant qu'on n'a pas vécu sans elle. La vie. La vraie vie. Sans scénario. Celle qui ne demande pas la permission, ou ne s'excuse pas pour le désordre qu'elle apporte. Notre fille a les yeux de Ruth, ce noisette profond qui change avec la lumière. Elle a aussi mes sourcils, ce qui, selon Ruth, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle aura l'air perpétuellement sceptique. Elle rit, comme si ce n'était pas exactement ce dont nous aurons besoin, dans ce monde. Le salon est un champ de mines, rempli de peluches et de biberons. Des langes sont drapés sur les dossiers des chaises, comme des drapeaux de capitulation. Il y a un cheval à bascule en bois à moitié construit, dans le coin. Je jure sans cesse que je le terminerai. Et sur le manteau de la cheminée, est accrochée la photo. Elle n'est pas professionnelle. La sœur de Ruth l'a prise dans le jardin. Moi tenant le bébé, Ruth à mes côtés, avec un petit bout de tarte aux pommes sur la joue. Personne ne l'a remarqué avant des heures. Nous avions l'air fatigués, ni posés, ni lisses. Juste parfait. Au dos de ce cadre, j'ai pris un stylo, une nuit où Ruth dormait à l'étage, et j'ai gribouillé une seule phrase. Le jour où tout a vraiment commencé, cette fois-ci. Pas le jour où Ruth a emménagé. Pas l'acte de mariage que nous avons signé en silence, sans le dire à personne. Pas même la naissance. Mais ce calme après-midi, 2 semaines après la naissance du bébé, où j'ai regardé le chaos autour de moi, et réalisé que je ne jouais plus la comédie. Je ne me préparais plus au départ de quelqu'un. Je ne me demandais pas quelle version de moi-même serait la plus facile à aimer. J'étais juste là. Présent, nécessaire, à la maison. Il n'y a plus aucune trace de Claire dans la maison aujourd'hui. Ni dans les tiroirs, ni sur les photos, ni dans les histoires que nous racontons. La tasse au bord ébréchée a disparu. Le mot sur le frigo a finalement été décollé, et jeté avec les tickets de caisse. Son nom n'a pas été prononcé depuis des mois. Non par ressentiment, mais parce qu'il n'a tout simplement pas sa place dans la phrase actuelle. Ce n'est pas un effacement, c'est une évolution. Le genre de silence qui grandit avec le temps, comme du lierre recouvrant une vieille cicatrice sur un mur de briques. En ce moment, Ruth fredonne des berceuses, la plupart d'entre elles chantaient faux. Le bébé n'a pas l'air de s'en soucier. J'ai recommencé à faire de plus longues promenades matinales, poussant une poussette sur des trottoirs fissurés, pendant que les voisins me font signe et s'écrient, elle ressemble à sa mère. Je leur rends leur salut, je souris, et je continue à marcher. Parfois, je vois mon reflet dans les vitrines des magasins. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, et avec des poches sous les yeux. Mais l'homme dans le reflet n'est pas vide. Il n'attend pas d'excuses. Il ne garde pas de place pour quelqu'un qui ne l'a pas estimé. Il est entier. Un matin, alors que je changeais une couche qui aurait pu être classée comme danger biologique, j'ai baissé les yeux.
J'ai vu sa petite main serrer mon doigt, fermement, intentionnellement. Quelque chose a fait un déclic. Pendant tout ce temps, j'ai cru que la paix viendrait dans l'immobilité, dans la solitude. Mais il s'avère que, pour moi, la paix ressemble au bruit d'un bébé qui a le hoquet en dormant. Elle sent la cannelle des pâtisseries que Ruth prépare à 2 heures du matin. C'est le sentiment de savoir exactement quelle est ma place, sans avoir à le demander. Nous n'avons remplacé personne. Nous avons simplement arrêté de réserver une place, pour quelqu'un qui avait déjà choisi de partir. Et cette photo sur le manteau de la cheminée ne commémore pas une étape importante. Elle documente une vérité. Certaines histoires ne commencent que lorsque l'on arrête, enfin, de relire le mauvais chapitre.